Notre invité politique ce matin, c'est Geoffroy Didier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député européen, directeur de la communication de Valérie Pécresse. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On va bien sûr parler du pass vaccinal et de cette visite d'Emmanuel Macron de la présidentielle. Mais d'abord un mot, puisqu'on a appris cette nuit le décès du président du Parlement européen, le social-démocrate italien David Sassoli. Vous êtes député européen. Geoffroy Didier, quelle est votre réaction ? Je suis très triste parce que David Sassoli était malade depuis de nombreux mois maintenant et qu'il avait dû donc quitter l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg depuis trop longtemps. Triste évidemment pour sa famille, pour tous ses collaborateurs auxquels je pense aujourd'hui, pour tous ses proches, et triste pour l'institution européenne dont il était le garant, le messager. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un vrai message, puisque c'est la présidence française de l'Union européenne, à porter. C'est-à-dire que nous devons avoir une France forte, mais aussi une Europe puissante. Puissante à l'égard de la concurrence, sans pitié, que nous livrent les États-Unis, la Chine et d'autres pays, et puissante politiquement, parce que nous sommes dans un monde en constant danger et qu'il est temps que l'Europe s'affirme, pas une Europe tatillonne. Ça veut dire qu'elle n'est pas puissante aujourd'hui, l'Europe, pour vous ? Non, pas suffisamment. Pas suffisamment. Et elle a été trop naïve dans la mondialisation. Et il faut, par exemple, imposer la réciprocité dans les échanges commerciaux entre l'Union européenne, d'une part, et les autres continents, d'autre part. Et ça n'a pas été suffisamment fait par le passé. Donc un véritable hommage ce matin à David Sassoli, mais aussi un message pour l'ensemble de l'Union européenne qui doit être beaucoup plus puissante face aux autres continents. Et pour Emmanuel Macron, juste qui s'exprimera, qui fera un grand discours la semaine prochaine justement devant le Parlement européen, qu'est-ce que vous en attendez ? J'aurais préféré que la présidence française de l'Union européenne soit reportée. Parce que nous le savons, nous sommes dans une échéance présidentielle. Nous le savons, Emmanuel Macron va être, comme c'est d'ailleurs à son habitude, condamné à dire des mots et à ne pas pouvoir réaliser des actes. C'est malheureusement... Ça va être une présidence française pour rien, selon vous ? En tout cas, j'aurais préféré qu'elle soit reportée. Je ne souhaite pas que ce soit une présidence française pour rien. Je souhaite que des sujets, comme par exemple celui que je porte au Parlement européen, c'est-à-dire que le Digital Service Act, pardon de cet nom en anglais, mais puisque c'est l'expression consacrée de ce projet de règlement européen et qui vise à réguler les GAFAM, puisse être porté dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Mais, à vrai dire, j'aurais préféré que cette présidence ne soit pas uniquement un moment de débat, mais un moment de réforme, d'actes. Et le fait que nous soyons en pleine échéance présidentielle avec une élection structurante ne permettra pas d'agir, de réformer, d'avancer comme nous aurions voulu que ce soit le cas. Juste une précision, ça aurait été vraiment possible de la reporter? S'il avait fallu reporter la présidence européenne par la France, il aurait fallu attendre combien de temps? On aurait pu reporter de 6 mois. 6 mois simplement, c'était possible? Oui, on aurait pu, et c'est ce qui s'est passé déjà en Allemagne il y a plusieurs années, où à un moment où il y avait des élections en Allemagne, l'Allemagne avait fait le choix de reporter la présidence française. Alors on va parler du pass vaccinal, puisque le texte arrive au Sénat aujourd'hui. Mais Jean Castex a annoncé hier une nouvelle modification du protocole dans les écoles. Nouvelle, parce que c'est la 3e en une semaine. Les élèves cas contact... Plus de tests PCR, uniquement des autotests. Ça, c'est pour simplifier le protocole, pour éviter les files d'attente des enfants devant les pharmacies, devant les labos. Est-ce que vous approuvez ce protocole ? Vous trouvez ça simple, vous ? Mais ce qui est marrant, c'est que dans votre question, vous avez dit que c'est la 3e fois qu'on change en une semaine et l'objectif est de simplifier. On n'y comprend plus rien. Lorsque Valérie Pécresse avait demandé un report de la rentrée scolaire, je crois qu'elle avait plus que raison, parce qu'il fallait que le gouvernement puisse donner aux parents d'élèves, aux enseignants, un protocole clair permettant à chacun d'anticiper. C'est tout le contraire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une confusion immense au sein des établissements scolaires, avec une incapacité pour les parents d'élèves à anticiper et un protocole qui change quasiment tous les jours. Et souvenez-vous que le premier protocole pour la rentrée n'a été rendu public que la veille de la rentrée scolaire. Donc laissant les parents d'élèves dans le flou absolu et prenant le risque d'une désorganisation qui est d'ailleurs désormais manifeste à l'école, où nous savions très bien que, vu la contagion actuelle du virus de la Covid-19, que beaucoup d'enseignants ne pourraient pas prodiguer leur enseignement. Donc c'est tout le contraire
qui aurait dû être fait. C'est-à-dire qu'on aurait dû reporter la rentrée scolaire, anticiper tout pour qu'il n'y ait aucune confusion, ou en tout cas le moins possible face à la situation de la Covid. Et j'estime vraiment que là-dessus, le gouvernement a lamentablement échoué. Pardon de ces mots. Plusieurs syndicats de professeurs des écoles qui appellent à la grève ce jeudi. Elle sera manifestement très suivie. Vous les comprenez? Est-ce que vous les soutenez? Moi, je ne suis pas un gréviste dans l'âme. Je préfère toujours être aux avant-postes, agir et ne rien lâcher. Mais je comprends le désarroi. Je comprends la confusion immense qui existe, je comprends la capacité, l'incapacité à anticiper, et je comprends effectivement le mécontentement. Les enseignants, ils ne doivent pas faire grève, je dis. Chacun son rôle. Un acteur public, il y a les syndicats qui peuvent faire grève lorsqu'ils l'estiment nécessaire, il y a les responsables politiques qui doivent esquisser des propositions. Mais que ce soit clair, vous comprenez les enseignants, mais vous ne soutenez pas ce mouvement de grève, c'est ça? Je comprends les enseignants, je comprends les parents d'élèves qui aujourd'hui sont dans la confusion, et je ne comprends pas ce gouvernement qui aurait pu anticiper, alors que l'opposition républicaine avait proposé justement des solutions qui auraient permis d'anticiper et de ne pas se retrouver dans cette situation. Un mot sur la politique de tests massifs qui est poursuivie par le gouvernement. Est-ce qu'elle a encore un sens, selon vous? Oui, je le crois. Moi, je suis pour une politique de tests, vous dites massive, mais lorsque j'observe ce qui se passe chez nos voisins, en Grande-Bretagne, il y a 10 millions d'autotests par jour. 10 millions d'autotests par jour. Nous en sommes à 10 millions d'autotests par semaine. Donc je ne suis pas certain qu'on ait une politique de tests massive. En revanche, ce que j'observe, c'est que là aussi, puisqu'il n'y a pas eu de préparation réelle, il y a certes des tests, mais il y a aussi de la confusion avec des queues devant les pharmacies, avec un protocole qui change tous les jours. Donc plus personne ne sait exactement ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et où aller pour le faire. Donc je comprends la confusion aujourd'hui, mais je ne l'accepte pas. Et lorsque l'on se compare, on observe en fait que la politique de tests du gouvernement actuel n'est pas la bonne et qu'elle n'est sans doute pas suffisante, parce que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'autotests qui sont réalisés. Le Sénat entame donc aujourd'hui en séance l'examen du texte sur le pass vaccinal. Est-ce que la majorité sénatoriale de droite sera moins divisée que les députés? Est-ce que vous l'appelez à voter massivement, en grande majorité, ce texte? Oui, je le crois. Je crois que ce pass vaccinal est nécessaire. J'observe quand même que 2/3 des députés, les Républicains, ne se sont pas opposés à ce pass vaccinal, même si, évidemment, chacun doit respecter ses convictions personnelles, son éthique personnelle. Et mais seulement un tiers l'a voté? Oui, mais 2/3 ne sont pas opposés. Un tiers pour, un tiers contre, un tiers d'abstention. Ce sera plus clair au Sénat? 2/3 ne s'y sont pas opposés. Je ne suis pas sénateur, donc je n'ai pas à dicter sa conduite à chaque sénateur. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'il y a eu des avancées qui ont été effectuées grâce à la commission des lois du Sénat présidée par Philippe Bas. Nous verrons si ces avancées sont confirmées. Que vous suivez notamment que le pass vaccinal s'applique uniquement quand il y a plus de 10 000 patients hospitalisés sur le territoire national. Ça, c'est bien pour vous? Moi, je trouve qu'à titre personnel, c'est une bonne chose. Et j'imagine que nous aurons une majorité au Sénat en faveur de ce pass vaccinal, avec les ajustements qui ont été opérés. Et c'est là où j'observe, je le dis, non pas parce que je suis public Sénat, mais que le Sénat est le meilleur allié des Français. Parce que lorsqu'il y a une confusion à l'Assemblée nationale, et nous avons tous déploré ce qui s'est passé avec une majorité présidentielle, certes pléthorique, mais qui n'était pas vraiment au rendez-vous au moment où il fallait quand même aller voter, eh bien la sagesse du Sénat, sa capacité à combiner la préservation de la santé de chacun de nos concitoyens, mais aussi le respect des libertés publiques qui doit rester un défi permanent, eh bien je crois que c'est le Sénat qui est au rendez-vous. Et il faudra d'ailleurs bien veiller aussi aux travaux de la commission mixte paritaire pour que les avancées du Sénat puissent être confirmées et confortées ensuite dans le texte final. Vous en doutez que le gouvernement ne suive pas la volonté des sénateurs? J'ai beaucoup de doutes sur la capacité du gouvernement, effectivement, à écouter l'opposition républicaine. Un mot juste sur les propos d'Emmanuel Macron sur le fait de vouloir emmerder les non-vaccinés. Est-ce que ça peut compliquer l'examen de ce texte et l'acceptation de ce pass vaccinal par les Français? Je crois que ça complique surtout son rapport à la France, son rapport aux Français. La capacité des Français à accepter qu'un président sortant s'exprime ainsi. On pense ce que l'on veut des non-vaccinés. D'ailleurs, observez une chose, c'est que le président sortant a parlé des non-vaccinés et pas des anti-vax. C'est-à-dire qu'au passage, il s'est quand même permis le luxe, entre guillemets, d'humilier certains de nos concitoyens qui subissent des comorbidités et qui ne peuvent pas se faire vacciner parce que ce serait dangereux pour eux,
un président de la République, un président de tous les Français, s'exprime ainsi, humilie, insulte certains Français qui subissent des comorbidités. Et puis, globalement, quoi qu'on pense, même des antivax, et je sais que je n'en pense pas du bien, on ne s'exprime pas ainsi à l'égard de Français qui n'enfreignent pas la loi. Je préfère concentrer mon attention sur tous ces caïds, ces délinquants qui, eux, violent la loi tous les jours, qui empoisonnent la vie des Français honnêtes et qui, eux, pour le coup, ne sont pas suffisamment punis, ne sont pas suffisamment sanctionnés. Et là-dessus, il y a une vraie faillite de l'autorité judiciaire, en tout cas de la politique pénale. On va parler de sécurité avec Stéphane dans quelques instants, mais est-ce que les propos d'Emmanuel Macron, ils peuvent expliquer, selon vous, le regain de mobilisation des antivax qu'on a vu ce week-end dans les rues? Mais lorsqu'on divise et qu'on fracture, lorsqu'on dresse cyniquement les Français les uns contre les autres, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions que je ne peux que déplorer et condamner, mais qui malheureusement s'expliquent, même si encore une fois elles sont condamnables. Juste avant de passer à la sécurité, Jean Castex réunit aujourd'hui les différents partis politiques pour installer un petit comité de suivi autour des conditions d'organisation de la campagne présidentielle sous Covid. Est-ce que ça c'est une bonne méthode? Est-ce que c'est intéressant? Et qu'est-ce que les Républicains vont demander au Premier ministre en la matière? Qu'on ne n'étouffe pas le débat présidentiel. Alors, il y a... en 2017, la droite s'est fait voler l'élection présidentielle. Ça ne doit pas être le cas en 2022. Nous savons qu'effectivement, ce n'est pas une campagne comme une autre, que tout est différent, qu'il faut davantage miser sur les réseaux sociaux et peut-être un peu moins sur les rassemblements et sur les meetings, mais le débat doit avoir lieu parce que les Français méritent ce débat, pas seulement sur la gestion de la crise sanitaire, sur laquelle il y a beaucoup à dire, mais aussi face aux problèmes économiques et aux problèmes de pouvoir d'achat, face à l'insécurité culturelle que subissent un grand nombre de nos concitoyens, face à la faillite sur la sécurité, parce que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est malheureusement catastrophique, on va sans doute en parler dans quelques instants. Donc ce que nous souhaitons, c'est que le débat puisse avoir lieu et ne soit pas mis sous étouffoir par une stratégie cynique de la part du président sortant et de son équipe, qui consiste à tenter de faire taire le débat présidentiel. Mais là, il vous consulte tous les partis, on n'est pas dans une stratégie. On peut faire toutes les consultations possibles. Moi, je vous parle sur le fond. Ce débat doit avoir lieu. Peu importe les modalités, il y a des textes législatifs qui sont très au clair sur l'organisation d'une campagne présidentielle. Appliquons-les. Et ne faisons pas de cette campagne une non-campagne. Voici le message des Républicains. Vous pensez vraiment que la majorité présidentielle va essayer d'étouffer le débat, d'empêcher le débat dans le cadre de la présidentielle? Ah oui, je le pense vraiment. Mais sous quelle forme? Comment est-ce que c'est possible? Comme il le fait tous les jours. Quand le président sortant insulte certains des Français, vous croyez que c'est pour cultiver un débat sain, apaisé, un débat de fond? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une stratégie cynique pour qu'on ne parle que de ça pendant une semaine et qu'on oublie les sujets essentiels? Écoutez, on connaît ces méthodes. On sait très bien qu'il n'a qu'un intérêt, c'est d'avoir l'extrême droite en face de lui, car l'extrême droite est son assurance victoire. Eh bien, j'estime que ce n'est pas sain pour la démocratie. Le propre d'une démocratie, c'est de pouvoir avoir une alternance républicaine. Eh bien, ce n'est pas du tout la stratégie du président sortant, et vous le savez. Alors, on va parler de sécurité, puisqu'Emmanuel Macron était hier à Nice. Alors Emmanuel Macron veut doubler les forces de police sur le terrain d'ici 2030, augmenter le budget de 25% en 5 ans, ça fait 15 milliards. Est-ce que ce sont des mesures que vous saluez? Et si Valérie Pécresse était présidente de la République, est-ce qu'elle poursuivra cette loi de programmation? J'ai trouvé le meeting électoral, parce qu'en fait c'est un meeting électoral, et non pas une sortie d'un président, parce que tout ce qu'il annonce, de toute façon, ne pourrait être mis en place qu'après son quinquennat. Bon. J'ai trouvé ce meeting électoral assez indécent, parce que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est catastrophique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Les données du ministère de l'Intérieur sont alarmantes. Plus 32% de coups et blessures volontaires durant ce quinquennat. Plus 32%. Ça veut dire qu'il y a 800 Français et Françaises qui sont agressés chaque jour sur notre territoire. Plus 12% d'homicides. Est-ce que vous savez, Madame Mancini, qu'il y a eu plus de cambriolages en 2020, alors que les Français restaient souvent chez eux du fait du confinement, et donc
par définition, empêchait peut-être davantage les cambriolages. Il y a eu plus de cambriolages en 2020 qu'il n'y en avait sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc la situation est plus que préoccupante et Emmanuel Macron vient s'adresser des satisfecit et nous annoncer qu'il va doubler les forces de police pour 2030. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est surtout qu'il préserve la sécurité des Français en 2017, 2018, 2019, alors, 2020, 2021 et 2022. Il a déjà augmenté les effectifs et le budget durant son quinquennat. Oui, plus d'effectifs, moins de policiers et de gendarmes sur le terrain. Là non plus, ce n'est pas moi qui le dis. Le taux d'engagement des forces de l'ordre a baissé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Non mais attendez, moi par respect pour ceux qui nous regardent. La réduction du nombre de forces de l'ordre sur le terrain, elle a démarré aussi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui. Et alors, il y avait moins de délinquance. La différence, c'est que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la délinquance baissait. Encore une fois, ce n'est pas moi, c'est le ministère de l'Intérieur qui dévoile ces chiffres et qui sont donc objectifs. La délinquance avait baissé de 17% sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et s'il y avait moins d'effectifs, on faisait manifestement mieux. Et il y avait plus de policiers et de gendarmes sur le terrain. C'est important, ça, que vous le sachiez. Plus de policiers et de gendarmes sur le terrain sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qu'il y en a maintenant, puisque le taux d'engagement des forces de l'ordre sur le terrain, qui mesure la présence réelle sur le terrain par rapport au nombre de forces de l'ordre, eh bien, a baissé de 2 points chez les policiers, de 9 points chez les gendarmes depuis le quinquennat. Sur cette loi de programmation qui a donc été annoncée hier, qui sera présentée en mars, qui est un peu la conclusion du Beauvau de la sécurité et qui prévoit l'augmentation du budget de 15 milliards d'ici 2027, est-ce que si Valérie Pécresse est élue, elle reprendra cette loi de programmation ? D'abord, cette loi de programmation, elle n'est pas crédible au regard du manque de résultats que malheureusement nous subissons. Donc la réponse est non. Valérie Pécresse a fait des propositions bien avant celle d'Emmanuel Macron et elle a une différence avec Emmanuel Macron. C'est qu'elle, dès qu'une mission lui est confiée, dès qu'un mandat lui est confié, elle fait, elle tient et elle obtient des résultats. Donc si elle est élue, cette loi, elle ira aux oubliettes. Mais c'est pas sa loi qui ira aux oubliettes. Nous avons des propositions, effectivement, et nous disons, certes, il faut des policiers et des gendarmes sur le terrain, c'est une évidence, mais il faut une sanction à la fin. Parce qu'il y a tellement de forces de l'ordre qui nous disent « nous interpellons, nous identifions le caïd, le délinquant ». Et le problème, c'est qu'à la fin, ils se retrouvent dans la rue, où ils se retrouvent avec une sanction qui consiste à porter un bracelet électronique, qui est la légion d'honneur des caïds dans leur quartier. Donc nous, ce que nous voulons, c'est des peines certaines, des peines effectivement exécutées, avec par exemple, une peine minimale d'1 an en prison, et pas dans la rue et en goguette, en prison pour tous ceux qui se sont pris aux dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les élus de la République, les maires et évidemment les forces de l'ordre. Alors on va parler de la présidentielle, de la question des parrainages dans quelques instants, mais d'abord, évidemment, on a envie de vous entendre sur le ralliement de Guillaume Pelletier à Éric Zemmour. Vous le connaissez bien, Guillaume Pelletier, vous avez fondé la droite forte avec lui. Quelle a été votre réaction en apprenant son ralliement, Éric Zemmour ? Je n'ai pas été surpris, malheureusement. Guillaume s'était isolé depuis plusieurs mois. Il avait déjà critiqué sa famille politique. Pour ma part, je ne l'ai jamais quitté. On peut avoir des désaccords, mais je crois qu'il ne faut jamais quitter le navire. Et ce n'était pas une surprise, je le regrette. Et surtout, Guillaume Pelletier fait malheureusement... Vous soutenez une candidate qui elle-même a quitté le navire à un moment, oui, Didier. Moi, ok, mais elle a joué le jeu jusqu'au bout. Et à chaque fois, même quand elle avait des désaccords, elle a dit « je respecterai les règles de ma famille politique ». Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles elle a suscité la confiance des adhérents Les Républicains. Ce n'est pas tout à fait la même démarche que Guillaume, qui lui a malheureusement fait le choix de rejoindre l'extrême droite. Et en agissant ainsi, il fait le jeu d'Emmanuel Macron. Il devient le complice d'Emmanuel Macron. Parce que, comme je le disais il y a quelques instants, c'est exactement la stratégie cynique du président sortant, c'est de faire monter l'extrême droite pour être sûr de gagner à la fin. Eh bien, malheureusement, Guillaume est tombé dans le piège et il participe à ce jeu cynique. Mais lui, il dit la même chose de par vous. Le président il dit, moi, je ne soutiens pas Valérie Pécresse parce qu'elle fait le jeu d'Emmanuel Macron. Ah bon ? C'est ce qu'il dit. Vous croyez que si elle faisait le jeu d'Emmanuel Macron ne nous aurait pas envoyé 5 ministres lors des élections régionales ? Vous trouvez vraiment qu'Emmanuel Macron porte la même politique que celle que Valérie Pécresse propose, qui consiste à être beaucoup plus dur et beaucoup plus fort à l'égard des délinquants, alors que je viens de vous énoncer un bilan sécuritaire catastrophique du président sortant ? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Et quand il dit le seul candidat de la droite, c'est Éric Zemmour, comment vous l'entendez, ça ? Mais la droite, c'est quoi ? La droite, c'est l'amicale du maréchal Pétain.
La droite, c'est celle qui consiste que les femmes, et je m'adresse à vous, n'ont pas le droit d'exercer le pouvoir. La droite, c'est celle qui trouve des excuses à Tariq Ramadan. C'est ça la droite républicaine. C'est ça l'ADN du général de Gaulle. C'est ça que nous a appris Nicolas Sarkozy, pour lequel Guillaume et moi avons œuvré. Non, ça, c'est pas la droite. C'est la dérive sectaire de la droite et qui est devenue l'extrême droite, la droite républicaine. C'est nous, et sur le fond, nous n'avons absolument pas besoin d'être extrémistes pour être offensifs, et c'est exactement ce qu'a toujours démontré Valérie Pécresse, notamment comme présidente de la région Île-de-France, où elle a par exemple créé la charte de la laïcité, c'est-à-dire plus 1 euro d'argent public pour les associations qui dépassent les bornes de la République. Comme par hasard, l'extrême droite a refusé de voter cette mesure parce que dès que nous mettons en œuvre une mesure offensive, eh bien ça n'arrange pas l'extrême droite pour une raison simple, c'est que l'extrême droite vit de ses problèmes. Les problèmes des Français, c'est son fonds de commerce. Il est tout seul, Guillaume Pelletier, il s'en va parce qu'il n'a plus sa place aux Républicains, il n'a pas l'avenir dans ce parti, c'est complètement individuel, ou d'autres cadres, d'autres grands élus de votre parti vont le suivre ? Écoutez, je n'ai pas vu la vague déferler. Il y aura peut-être ici ou là quelques individualités qui, pour un plat de lentilles, se feront acheter par un autre candidat. Je ne le sais pas, je ne le souhaite pas. En tout cas, vous avez déjà des échos, vous savez déjà qui? Non, je ne me permettrai pas de penser ainsi, de faire de procès d'intention à personne. Mais je crois que l'immense majorité, la quasi-intégralité, Guillaume Pelletier excepté, des élus les Républicains, ont compris que Valérie Pécresse serait une présidente de droite, comme elle l'a toujours été, c'est-à-dire une femme libre, une femme de conviction, une femme offensive et une femme, pardon de le souligner et d'insister, qui obtient des résultats. Parce qu'il s'agit de ça. On n'est pas là juste pour faire une analyse du paysage politique à l'instant T. On est là pour se tourner vers les Français et régler leurs problèmes, parce que malheureusement, ils ne l'ont pas été. Mais quand même, pour vous, c'est pas un affaiblissement dans la campagne de Valérie Pécresse, ce choix de Guillaume Pelletier. C'est pas révélateur de quelque chose? Je ne crois pas. Je crois que c'est précisément l'inverse. C'est que c'est un acte isolé où il est reparti vers là d'où il venait. Je le regrette parce que j'apprécie Guillaume à titre personnel et que je n'enlève rien des souvenirs que nous avons portés ensemble en créant la droite forte. Mais je me souviens que l'ADN de la droite forte, l'ADN de Nicolas Sarkozy, c'était précisément de se battre contre l'extrême droite. Celui qui faisait baisser l'extrême droite, c'était Nicolas Sarkozy. Donc entre ceux qui rejoignent l'extrême droite et ceux qui trouvent des solutions pour faire baisser l'extrême droite, je préfère la seconde option. Un mot sur la question des parrainages. Sur les parrainages, oui, vous avez un certain nombre de candidats, de grands candidats qui potentiellement sont qualifiés pour le second tour, s'inquiètent du fait de ne pas avoir le nombre de parrainages suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a notamment David Lisnard qui dit qu'il est ouvert à une réforme d'urgence s'il y a unanimité au Parlement sur la question. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne solution? Une réforme d'urgence qui consisterait à rétablir l'anonymat des élus qui parrainent, c'est bien ça? Oui, parce que c'est... En tout cas, c'est un des points clés, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas d'anonymat fait qu'il y a beaucoup d'élus qui n'osent pas accorder leur parrainage de peur d'être sanctionnés, entre guillemets. De toute manière, cette mesure, si elle devait être mise en place, ne s'appliquerait pas, évidemment, vous le savez, pour cette échéance présidentielle. Si, elle s'appliquerait pour d'autres. Là, nous parlons de l'élection présidentielle de 2022. Moi, je suis voltairien dans l'âme. C'est-à-dire que je me bats pour que même ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord puissent s'exprimer. Donc, ça veut dire que pour vous, Jean-Luc Mélenchon, qu'on soit clair, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ils doivent être sur la ligne de départ? En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux élus qui parrainent. En tout cas... Mais est-ce que pour vous, il serait anormal qu'ils ne soient pas candidats? Oui, ils expriment des courants de pensée. Et quand on exprime un courant de pensée représenté dans l'opinion, j'estime sain que ces courants de pensée puissent être représentés et faire l'objet d'éventuels suffrages. Ça, c'est mon opinion personnelle. Après, évidemment, un maire, les Républicains, a vocation, naturellement, spontanément, par cohérence, à parrainer en l'espèce, la candidate issue de sa famille politique, c'est-à-dire Valérie Pécresse. Donc moi, je ne condamne personne, je ne juge personne, je dis juste... Mais est-ce que vous condamneriez les maires, les Républicains, qui apportent leur parrainage de soutien, qui n'est pas un soutien, justement, mais qui est pour permettre... Juste un parrainage. Qui est juste un parrainage, pour permettre à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour d'être candidats? Dans votre question, il y a déjà un élément de réponse. Vous dites parrainer et ou soutenir. On peut parrainer... Sans soutenir. Bon. Mais donc il n'y aurait pas de problème avec les maires LR qui parrainent sans soutenir? Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de la cohérence
et que les maires, les Républicains, c'est mon souhait personnel, se tournent vers la candidate issue des Républicains. Mais vous savez bien que personne ne dicte à qui que ce soit sa conduite et que les maires sont souverains, c'est leur choix personnel. Moi, je souhaite qu'ils puissent soutenir Valérie Pécresse, mais en même temps, chacun est libre. Et ce que je souhaite plus globalement pour l'ensemble de la démocratie, c'est que tous ceux qui expriment un courant de pensée puissent être représentés au suffrage. Et ce que je souhaite enfin, c'est la victoire de Valérie Pécresse, parce que c'est la seule candidate qui va régler les problèmes. Mais surtout pour une raison simple, c'est que l'extrême droite ne peut pas gagner. L'extrême droite va permettre une réélection d'Emmanuel Macron, et ça, j'estime que c'est sain et dangereux. Pardon. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Didier d'avoir été notre invité ce matin.